Les États-Unis aux commandes du Venezuela, le mot est lâché dans l'avion qu'il ramenait hier de Floride vers Washington. Donald Trump a admis froidement ce à quoi se résume désormais la situation dans son esprit, une prise de contrôle du pays destinée avant tout à optimiser l'exploitation des premières réserves pétrolières de la planète et d'assurer au passage un avantage stratégique aux États-Unis face à ses deux rivaux, la Russie et plus encore la Chine. On en parle avec vous, Luis Colasanté, bonjour, expert en politique énergétique et en infrastructure critique de communication. Dites-nous d'abord, comment se fait-il qu'un pays qui détient les premières capacités de pétrole de la planète, près d'un cinquième des réserves mondiales, ne produit à ce jour qu'à peine 1% de la production? Merci. Il y a plusieurs critères à mettre sur la table, car ce n'est pas seulement l'embargo qui a fait du mal au Venezuela en termes de production, dans son appareil organisationnel et opérationnel de l'extraction de pétrole. Il y a eu un manque de maintenance très fortement depuis les années 2000. Et également, il y a eu beaucoup de capitaux qui ont été volés, il faut le dire clairement, des capitaux qui étaient dédiés à l'investissement de maintenir ces infrastructures en bon état. Et cet argent n'a jamais rentré dans les caisses de PDVSA pour investir dans cet appareil pétrolier. Oui. Vous dites que ce n'est pas seulement l'effet des embargos successifs imposés par les États-Unis, c'est l'effet de la mauvaise gestion et des détournements, de la corruption du pouvoir vénézuélien. Exact. Il y a plusieurs étapes dans l'histoire du pétrole au Venezuela qu'il faut tenir en compte. C'est une histoire qui a plus de 50 ans. Dans les années 70, le Venezuela produisait alentour de 4 millions de barils par jour. Dans les années 2000, le Venezuela il était à 3 000. Au moment que Chavez est dans le pouvoir, et c'est ce qui s'est passé surtout entre 2002 et 2003, il a quand même viré 18 000 employeurs qui travaillaient pour l'industrie PDVSA. 18 000, il faut bien le dire, 40% de la masse salariale de PDVSA a été virée parce qu'il ne s'était pas aligné avec la doctrine chaviste. Et ensuite, il y a une deuxième partie entre 2010. C'était vraiment le break, c'était vraiment la cassure. À ce moment-là, la production passait de 2005 à 2,5 millions de barils par jour et continue à descendre. Il n'y a pas un problème technique aussi, le fait que ce pétrole soit si lourd et que donc son extraction difficile? Tout à fait, et c'est pour ça que c'était très important d'avoir cette masse salariale et qui avait une connaissance géologique et aussi comment faire passer, parce que le pétrole lourd, c'est quoi? C'est une pâte. Si vous imaginez un gâteau, un brownie, c'est exactement ça. On a un brownie pâteux, c'est une pâte très dure qu'il faut utiliser des systèmes de chauffage et des systèmes chimiques pour le liquéfier et ensuite le pouvoir transporter. Jusqu'à présent, ce pétrole, il profite à qui? Il profitait à la Chine dernièrement? Depuis une quinzaine d'années, oui. La Chine et la Russie avaient donné des crédits au Venezuela. Et une manière de paiement était justement en contrepartie, en collatéral, c'est ce qu'on dit, et le pétrole vénézuélien. Aussi, Cuba bénéficiait également de ce pétrole-là. Lorsque Donald Trump déclare, je le cite, « Nous allons demander à nos très grandes compagnies pétrolières américaines d'intervenir, de dépenser des milliards de dollars, de réparer les infrastructures pétrolières gravement endommagées et de commencer à faire gagner de l'argent au pays ». À quel pays fait-il allusion? Au Venezuela ou aux États-Unis? Non, je pense plus que qui va gagner de l'argent? Aux États-Unis. Il y a plusieurs points qu'il faut mettre sur la table. On a plusieurs enjeux. En étant financier et qu'on va investir dans le secteur pétrolier, actuellement, il faut regarder 5 enjeux principaux. Un, comment trouver les capitaux? Ces capitaux, actuellement, sur le marché financier, sont dédiés à l'infrastructure critique IA, data center et hyper escalable et ne rentrent pas dans le panier d'investissement nécessaire pour aller au secteur pétrolier. Deuxième point, il n'a pas la main-d'œuvre, comme on a cité avant, on n'a pas assez d'ingénieurs qualifiés pour traiter ce pétrole-là. Ensuite, il faut restructurer la dette de PDVSA, une grosse dette qui pèse 2 fois le PIB du Venezuela, qui est à l'entour de 86 milliards d'euros. Ensuite, il faut avoir une stabilité dans le pays, justement pour pouvoir investir et avoir un plan d'investissement long à 20 ans. Refaire le secteur pétrolier aujourd'hui, parce qu'il est vraiment, il faut repartir de zéro, ça va prendre entre 15 à 20 ans. C'est-à-dire qu'il faut investir à l'entour de 10 milliards par an, qui est très compliqué à trouver sur le marché. Et je ne sais pas qui compagnie, même américaine, pourra investir 10 milliards d'euros par an au Venezuela pour avoir un plan à 10 à 15 ans, pour avoir une production à l'entour de 2,5 millions de barils par jour.
Donald Trump, en tout cas, justifie son intervention par des spoliations successives qui auraient eu lieu au détriment des compagnies américaines dans le cadre de plans de nationalisation. Il y avait pourtant Chevron qui continuait d'opérer ces dernières années au Venezuela, précisément dans un partenariat avec PDVSA dans le bassin de l'Orénoque. Donald Trump, lorsqu'il estime que Caracas a exproprié les États-Unis, il dit vrai? Il y a eu une nationalisation dans les années 2000, au moment que Chavez est rentré au pouvoir. En revanche, il y a une grosse partie de ces dettes qui ont été payées comme compensation dans des tribunaux étrangers. En Suisse, à Londres, il y a eu des tribunaux et on payait les dettes. Il reste des dettes à payer. Et si il y a une partie de vrai et une partie de faux de ce qu'il dit, car on n'a pas payé la totalité de ces compensations qu'on devait payer aux compagnies américaines. En revanche, la dette du Venezuela, il a fait défaut déjà en 2017 dans le marché obligataire. Et la société PDVSA, comme organisation pétrolière, n'a aucune ressource pour pouvoir remonter ce pont-là si on ne fait pas une restructuration urgente de la dette. Nicolas Maduro avait exprimé sa volonté de sortir des règlements en dollars pour ses ventes de pétrole, comme d'autres d'ailleurs parmi les BRICS. C'est inacceptable, ça, pour Washington, compte tenu de l'importance que représentent les réserves prouvées de pétrole au Venezuela. Cette décision pouvait remettre en cause la suprématie du dollar et, in fine, la capacité de Washington à financer son gigantesque déficit budgétaire en faisant tourner la planche à billets. Oui, tout à fait. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. À un moment, la Russie voulait le faire en rouble, ensuite la Chine également. L'Arabie saoudite pense aussi à un autre type de monnaie. Alors, ces discussions ne datent pas d'hier. Ça fait une trentaine d'années de sortir du libellé et $1 par baril. Et ça, bien sûr, un poids sur le poids de la monnaie du dollar, on sait. C'est le privilège du dollar que de pouvoir financer effectivement sans limite presque un déficit budgétaire américain. Et faire toutes les négociations internationales en dollars, oui.